Derrière ce divertissement, il y a des enjeux politiques qui sont des enjeux forts. Ma porte d'entrée en tant qu'historien médiéviste, justement, c'était de voir, quand j'ai commencé à travailler notamment sur des mythes médiévaux, mais l'adaptation des mythes médiévaux à l'époque contemporaine, comme le mythe arthurien, je me suis aperçu qu'il y a plein de références arthuriennes dans les super-héros, il y a plein d'allusions en fait, au Moyen-Âge, notamment au château, par exemple. Et quand on regarde bien les super-héros, on se rend compte que pour beaucoup de super-héros, le Moyen-Âge sert de repoussoir. C'est-à-dire en fait que vous allez avoir des antagonistes des super-héros, ce qu'on appelle les super-vilains dans le langage des comics, qui habitent dans des châteaux, alors que les super-héros, en fait, eux, vivent dans des villes modernes, avec des gratte-ciel. Et en fait, on se rend compte que les super-héros, et ça c'est pensé dès le début, ils incarnent le futur, ou l'espoir dans un futur meilleur. Une idée de progrès, un progrès à la fois technique, scientifique, mais aussi social. Par exemple, un des premiers surnoms de Superman, c'est l'homme de demain, The Man of Tomorrow. Alors que les antagonistes, généralement, sont des gens qui habitent dans des châteaux, sont des gens qui habitent dans la vieille Europe en plus. Voilà, ça c'est vraiment, on est dans une idée très américaine où les États-Unis, et les héros qui incarnent justement ces États-Unis ou qui vivent aux États-Unis incarnent le futur et la vieille Europe, qui est perçue en plus souvent qui est associée un peu à la dictature. Donc dictature égale château, égale donjon, égale torture. Voilà, donc c'est une espèce de lien qui est fait. Et donc voilà, il y a une espèce de dichotomie très nette entre les super-héros et le Moyen-Âge, en tout cas l'imagerie négative du Moyen-Âge. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a aussi des super-héros qui reprennent à leur compte une imagerie plutôt positive du Moyen-Âge, notamment celle de la chevalerie. Vous avez Captain America, par exemple, qui... quand il apparaît pour la première fois en 1941, on le voit en train de mettre un coup de poing à Hitler et il a un bouclier qui n'est pas un bouclier rond comme aujourd'hui, mais un bouclier en forme d'écu médiéval. Et donc un des créateurs a dit ouvertement qu'il s'était inspiré d'un chevalier arthurien en fait, pour créer Captain America. Et on a vraiment l'idée que l'Amérique là part en croisade. Je rappelle c'est ce qu'avait dit Eisenhower à la veille du débarquement. It's a great crusade, c'est une grande croisade pour libérer l'Europe. Donc il y a vraiment l'idée que les Américains sont des espèces de croisés de la liberté en fait. Voilà. Donc vous voyez. Quand on regarde un peu, quand on prend ce biais médiévaliste, c'est-à-dire en fait comment le Moyen-Âge est perçu à l'époque contemporaine, on se rend compte que ça fonctionne très bien. Sur le premier super-héros, il y a des débats byzantins là-dessus, en fait. Donc, on va prendre la date canonique, juin 1938, donc l'apparition de Superman dans Action Comics numéro 1. Il y a d'autres proto-super-héros avant, même bien avant. Et les comics, en fait, ça apparaît un peu avant, parce qu'en fait, ce sont des fascicules qui sont constitués exclusivement de bandes dessinées. Et c'est de la littérature populaire. Vous avez des entrepreneurs qui sont là, en fait, et qui créent un nouveau médium, en fait, pour toucher un public populaire. À un moment de crise, en plus, on est dans les années 30. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en plus, c'est perçu comme un médium très bas de gamme, en fait. Donc, là où c'est intéressant, c'est que vous allez avoir des gens qui vont s'investir dedans, qui vont être des gens issus de milieux populaires, qui n'ont pas pu vraiment être reconnus ailleurs. Et en plus, ils vont avoir une véritable liberté de ton, en fait. Au début des comics, il y a plein de choses qui sont faites qu'on ne peut pas faire dans le cinéma à l'époque ou à la radio, en fait. Parce que c'est à l'époque, il y a un contrôle beaucoup plus strict sur le cinéma ou sur la radio. Alors que dans les comics, il y a une véritable liberté de ton. Il y a un aspect contre-culturel dans les comics, assez nettement en fait, quand on regarde bien, dans les premiers comics, même dans les années 60, 70, vous allez même avoir ce qu'on appelle des comics underground qui vont être créés. Et puis après, il y a des auteurs des comics underground qui vont s'investir, qui vont être embauchés par les deux grandes maisons d'édition, donc Marvel et DC Comics. Mais il va y avoir toujours en fait, cette espèce de confrontation, en fait, de tension entre la culture de masse, que sont les comics, les éditeurs ils sont là pour faire de l'argent en fait, et le désir de la part des auteurs et même parfois des éditeurs en fait, de passer des messages politiques en fait. Donc c'est assez ambigu et il va y avoir des conflits parfois très durs entre les auteurs et les éditeurs. Les auteurs vont être
pendant très longtemps pas reconnus en fait. Leurs droits sur leurs personnages ne vont pas être reconnus. Les auteurs de Superman ont mis des décennies à ce que leurs droits soient réellement reconnus. Et encore, on pourrait en discuter aujourd'hui. C'est des conflits extrêmement durs. Donc il y a toujours cette ambivalence en fait. Il y a un discours politique parfois très progressiste dans les comics. Et puis en même temps, c'est une culture de masse. C'est une culture de masse qui appartient notamment encore plus aujourd'hui à des grands groupes en fait. Donc voilà. Les comics, en fait, s'inscrivent dans des contextes politiques. Et les contextes politiques, ils peuvent être nombreux. Ils peuvent être de plusieurs formes. La première, ça va être un propos politique explicite de la part des auteurs. Stan Lee, en 68 ou 69, il va écrire des éditoriaux où il va prendre parti contre les discriminations raciales et tout, voilà, ouvertement, il va le dire dans des publications. Donc, vous allez avoir aussi parfois des propos politiques, mais qui sont implicites ou qui sont inconscients, en fait. Donc, vous allez avoir des auteurs qui vont faire passer quelque chose à travers un personnage sans doute s'en rendre compte. Et puis, vous allez avoir aussi la réception du public, qui va être politique parfois, même souvent, et qui parfois peut être inverse du personnage. C'est un personnage voilà, dont je parle, qui est plutôt un personnage aujourd'hui assez associé, on va dire, à des courants réactionnaires comme le Punisher. Vous savez, donc c'est un personnage extrêmement dur et tout, qui a des fusils, voilà, qui tue même, qui n'hésite pas à tuer des criminels sans jugement. Donc c'est pas un personnage a priori sympathique. Quand il est créé dans les années 70, justement, il est créé pour être non pas un héros, mais un anti-héros, voire un super vilain en fait. Et c'est petit à petit le public, notamment le public plutôt voilà, masculin et tout, qui va s'en emparer, qui va l'apprécier, qui va demander à ce que Marvel fasse de plus en plus de séries sur ce personnage-là. Donc vous voyez, vous avez plusieurs choses. Et puis en plus, encore une fois, cette espèce de fascination pour le Punisher, ça vient dans les années 80. Au moment même où le débat sur les armes prend le tournant qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, auquel on assiste aujourd'hui aux États-Unis. C'est-à-dire en fait, autant la NRA dans les années 60, c'est plutôt des types pas très, voilà, pas du tout, ils sont pas du tout pour répandre les armes. C'est même l'inverse, en fait, au contraire. Au contraire, le discours pro-armes, il vient plutôt par exemple des Black Panthers en fait. Ils disent voilà, il faut qu'on soit armé pour se défendre contre la police. En fait, à partir des années 70, la NRA qui est pour le coup qui est prise d'assaut en fait, qui devient contrôlée par des gens très très réactionnaires. Là, vous avez un véritable bouleversement. Et c'est-à-dire que le débat sur les armes, il prend forme vraiment dans les années 80. Et là, vous avez au même moment le Punisher qui devient de plus en plus populaire. Donc vous voyez, ça fait écho aussi à une actualité. Pour revenir en fait sur les premiers super-héros, par exemple Superman, ça c'est un cas très intéressant parce que Superman il a une image, on va dire très lisse aujourd'hui, donc l'espèce de boy scout gentil, voilà, qui est avec sa cape, avec son slip rouge par-dessus son pyjama, voilà, pour simplifier. Voilà, donc évidemment parfois il est très ridiculisé, mais en fait quand il est créé par deux jeunes auteurs en fait, Jerry Siegel et Joe Shuster, qui sont tous les deux des enfants d'immigrés juifs, qui viennent de milieux populaires. Et quand ils créent ce personnage en 1938, Superman, c'est vraiment le personnage qui est là, genre, je viens du futur et je viens me battre pour un monde meilleur. Et en plus, c'est un migrant. Il arrive d'une planète, et il arrive aux États-Unis, il est accueilli par une famille. Donc vous avez un discours politique quand même assez posé en fait chez Superman dès le début. Et je crois que dès sa deuxième apparition, Superman va même dans une mine enfermer le patron de la mine dans sa mine parce qu'il ne respecte pas les consignes de sécurité. Donc vous avez vraiment une conscience sociale chez Superman et chez ses créateurs en fait qui est très forte parce qu'en plus on est à une époque de crise sociale, le New Deal et tout, donc il y a vraiment cette idée, on est dans une espèce de super-héros social. Ça ne veut pas dire que Superman depuis 80 ans il a toujours le même discours parce que vous avez des centaines de créateurs qui se sont emparés de Superman. Mais il y a quand même, quand on regarde bien, il y a une espèce de fil rouge en fait, qui est assez intéressant. Et souvent, cette espèce d'image, cette espèce de discours progressiste de Superman, il revient. Même de manière négative. Par exemple, vous avez une série récente qui s'appelle Injustice, qui est basée sur un jeu vidéo, qui a été créé suite à un jeu vidéo, où c'est Superman qui voit sa ville de Métropolis, donc la ville du futur, littéralement, détruite par un attentat. Et donc il fait une espèce de virage ultra-autoritaire, il dit maintenant les problèmes il faut les régler, et je vais les régler par la force. Et là justement ça interroge justement, qu'est-ce que se passe-t-il? Et là évidemment ça fait écho aux États-Unis depuis le 11 septembre en fait. Que se passe-t-il quand vous avez l'homme le plus puissant du monde, donc la première puissance du monde, qui d'un coup oublie quelque part toute limite, toute mesure, et dit maintenant moi les problèmes je vais les régler par la force. Bon, dans la série, comme dans la réalité, ça se finit pas très bien, quoi, voilà.
Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en plus, le personnage qui s'oppose en fait à Superman, c'est Batman, qui a priori est un personnage plutôt réactionnaire, mais qui l'a dit non, mais les libertés publiques, je suis là pour les défendre. Mais, parce que là, on est quasiment dans un personnage quasi libertarien, en fait, qui dit voilà, non, voilà, Superman n'a pas construit une espèce de super-État avec une super-police pour contrôler tout le monde, quoi. Ça, c'est pas possible, quoi. Et donc, ça, c'est. Et là, on est dans des discussions politiques assez profonde en fin de compte. Hein. Vous avez des échos avec le Patriot Act, avec plein de choses comme ça, donc qu'il y avait déjà dans d'autres séries comme Marvel, comme Civil War, hein, qui était faite dans le milieu des années 2000, où vous avez pareil Iron Man, hein, donc, qui est un milliardaire playboy, mais qui revient, qui d'ailleurs a construit sa fortune en vendant des armes, donc vous voyez, ça annonce un peu la couleur, mais qui essaie d'imposer un contrôle ultra strict sur tous les super-héros, et celui qui s'oppose à ça, c'est Captain America, au nom des libertés publiques, au nom de la Constitution américaine, en disant ça c'est hors de question qu'il y ait une espèce de super-État qui nous contrôle tous. Ces séries-là, sous un dehors un peu coloré, un peu kitsch et tout, ça pose des questions politiques de fond. Je pense sincèrement qu'il y a vraiment l'idée aux États-Unis que les États-Unis représentent la modernité, incarnent la modernité. Le progrès. Alors, on peut en débattre, hein, il y a pas de, voilà, je ne dis pas que je suis foncièrement d'accord avec ça, mais il y a vraiment cette idée-là. Et donc, quelque part, les super-héros incarnent cette mythologie. C'est la mythologie de la modernité, les super-héros. C'est en fait, voilà, c'est pas la mythologie du passé avec les grands chevaliers tuant des dragons. Non, non, là, c'est quelque part, c'est des nouveaux héros, en fait, pour un nouveau temps, un nouveau rapport au temps, quoi. Donc on n'est plus dans des héros d'ancien régime, en fait ce sont des gens qui sont issus de grandes lignées, qui vont accomplir des exploits, mais des gens qui se font eux-mêmes en fait, hein, qui vont essayer d'amener en fait un monde meilleur, utopique en fait. Donc on est vraiment dans ce rapport-là en fait, hein. Donc c'est extrêmement intéressant. Et c'est un peu toute la force en fait de cette mythologie-là. C'est pour ça elle plaît beaucoup aujourd'hui. D'autant plus qu'aujourd'hui on a des doutes par rapport au progrès et à la modernité, hein, avec la crise écologique. Et voilà. Donc on se tourne aussi vers les super-héros parce qu'on se dit, il y a une partie de nous qui veut encore avoir espoir dans les promesses, hein, qui ont été tracées à partir des Lumières, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est assez nettement, je pense que les super-héros ils s'inscrivent là-dedans en fait. Hein. Donc ça c'est un peu toute la force de ce genre-là. Est-ce qu'on peut dire que les super-héros sont associés à cette espèce d'imagerie du self-made man, du migrant qui vient dans un monde neuf, entre guillemets, hein, parce qu'il était occupé avant? Oui, je pense que oui, mais il y a aussi... on n'est pas dans le western quand même. Hein. On peut faire des parallèles avec le western, hein, qui est un peu l'autre grande mythologie américaine en fait. Hein. Donc on peut faire des parallèles entre le super-héros et le western. Il y a des super-héros eux-mêmes qui sont plus ou moins des cow-boys, hein. Mais il y a une forme très nouvelle. Le western, c'est une mythologie des grands espaces. C'est une mythologie de la campagne. Les super-héros, c'est une mythologie urbaine. Ça fait plus référence, à mon avis, justement, à tous ces migrants qui arrivent dans les grands centres urbains, en fait, hein, et qui deviennent, justement, voilà, grâce au travail, grâce au melting pot, en fait, peuvent se faire une place dans la société américaine. On est dans l'idéal, là, on est d'accord, on n'est pas dans la réalité. Hein, donc, mais il y a vraiment cette idée-là, en fait. Hein. D'ailleurs, moi, je remarque que le groupe de super-héros, hein, les premiers groupes, ils apparaissent dans les années 40, il y a vraiment cette idée de melting pot, hein, le groupe de super-héros, dès le début, en fait. Hein. Le premier groupe, c'est la Justice Society of America, qui apparaît en 41. La secrétaire, en fait, alors pas la secrétaire au sens, je tape à la machine, mais la secrétaire au sens politique, en fait, hein, du groupe, c'est Wonder Woman. Hein. Donc voilà, même si après, elle reste, c'est pas elle qui va faire les aventures, c'est voilà, les personnages masculins, mais il y a quand même cette idée que voilà, celle qui dirige, c'est Wonder Woman. Ces groupes-là, ils se réunissent autour d'une table ronde. Et c'est pas un hasard quand on pense que le mythe arthurien est très populaire aux États-Unis et que depuis le 19e siècle, l'image de la table ronde fait écho justement au melting pot où on dit tout le monde peut s'asseoir à la table ronde s'il prouve sa valeur, quoi. Donc vous voyez, il y a vraiment dans les comics, en termes de mythologie, je pense que c'est plus une mythologie urbaine, une mythologie voilà, des classes populaires urbaines, des migrants qui viennent d'arriver aux États-Unis. D'ailleurs, encore une fois, hein, l'immense majorité des créateurs de comics de première génération, même de seconde ou de troisième, en fait, sont des gens qui viennent de milieux populaires, urbains, et très souvent sont issus de l'immigration récente. Hein. Leurs parents sont immigrés, voire même eux-mêmes en fait sont immigrés, quoi. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est très présente.
Il y a une importance du corps, notamment du corps en action. Ça, c'est très américain parce qu'il y a tout un courant aux États-Unis qui est né au 19e siècle, ce qu'on appelle le christianisme musculaire, en fait, qui dit en gros, et notamment il y a un aspect racial très fort, pour pas que la race blanche dégénère, en fait. Donc il y a la peur de la dégénérescence. Et pour pas que la race blanche dégénère, il faut que les jeunes hommes blancs fassent du sport. Et si possible, du sport un peu punchy, quoi. Donc voilà, pas de badminton, concrètement. Et c'est à cette époque-là qu'on développe le football américain. Aujourd'hui, le football américain, c'est plutôt un sport des classes pauvres, en fait. À l'époque, c'est un sport des classes extrêmement aisées, qu'on joue dans les grandes universités. Et Tarzan, c'est un peu ça, en fait. L'image de Tarzan, c'est l'idée derrière ce qu'écrit Bureau, c'est de dire, voilà, en gros, l'homme blanc, l'archétype de l'homme blanc s'affaiblit dans les villes, au contact au monde civilisé, et quelque part, pour qu'il retrouve sa force primale, il faut qu'il aille dans la jungle, et qu'il dompte. Il dompte la jungle, donc c'est-à-dire que, évidemment, l'Afrique est associée évidemment uniquement à une terre sauvage. Mais vous voyez ça, c'est pas vraiment ce que disent les super-héros des comics. C'est pas la même chose. Les super-héros des comics, ils sont beaucoup. Enfin, il n'y a pas vraiment ce discours. Superman, c'est pas vraiment le discours qui est associé à Superman. Superman, il est fort parce que c'est un extraterrestre. Voilà. Point. C'est aussi bête que ça. Wonder Woman, c'est pareil. Voilà, donc il y a une espèce de, il y a même parfois des moqueries dans Wonder Woman, justement sur cette espèce de discours du christianisme musculaire très masculiniste et tout. Donc en fait, Tarzan, c'est un personnage ambigu. C'est une espèce à la fois un proto super-héros et en même temps, c'est pas vraiment un super-héros. Il va y avoir plein d'ersatz de Tarzan dans les comics, mais en fait, le principal copie de Tarzan, c'est une inversion de Tarzan, c'est Black Panther. Quand il apparaît en 66, et ça c'est dit ouvertement, c'est une création de Jack Kirby et de Stan Lee, et c'est dit ouvertement dès la première apparition de Black Panther. Black Panther, c'est un anti-Tarzan, c'est un homme africain qui règne sur un royaume hyper technologique, hyper avancé. Une des premières images où il apparaît, on voit, il est dans son palais du Wakanda, il est en train d'écouter un musicien, un pianiste en train de jouer un morceau d'Edvard Grieg ou des choses comme ça. Donc vous voyez, voilà, on est dans un homme extrêmement cultivé. Et en plus, il n'est pas là pour dompter l'Afrique. Voilà. Donc et c'est un homme, c'est une espèce de Superman noir en fait. C'est un anti-Tarzan et un Superman noir. Et ça devient très intéressant parce que dans les années 70, quand Black Panther va avoir sa propre série qui va apparaître, il va vivre des aventures aux États-Unis. Et là, on va dire ouvertement qu'il affronte la barbarie au cœur des États-Unis. Donc la sauvagerie. La sauvagerie, c'est qui? C'est le clan. Voilà, c'est le Ku Klux Klan, quoi. Et c'est frappant. C'est-à-dire qu'en fait là, vous avez une espèce d'inversion complète. La sauvagerie, c'est pas l'Afrique, ce sont les suprémacistes blancs, en fait. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous avez un renversement complet de l'imagerie de Tarzan. Sur le film Black Panther, en fait, qui est sorti, je trouve que c'est un phénomène qui est frappant, en fait. Là, vous avez des choix assez nets de la part des studios, du réalisateur, de mettre en avant quasi exclusivement des personnages wakandais, avec des acteurs soit afro-américains, soit africains, soit afro-européens. Donc vous avez vraiment une volonté très nette. Je pense que ça reflète bien, je pense, l'esprit dans lequel a été créé le personnage. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce personnage a été créé par deux juifs américains, blancs, donc c'était pas des Afro-Américains, c'était pas des Africains, donc forcément ils jouent sur des stéréotypes. En plus, ils ont parfaitement conscience de jouer sur des stéréotypes. Et donc ces stéréotypes-là, on les retrouve dans Black Panther, mais on les inverse aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le jeu de ces personnages-là, c'est justement de retourner les stéréotypes en fait, et de dire quelque part d'appâter le public avec des stéréotypes et de les détourner complètement, quoi. Donc je trouve que le film il réussit bien, c'est une réussite par rapport à ça. Ça suit parfaitement le personnage, en tout cas l'image qu'on a du personnage depuis les années 60. On note bien, évidemment, c'est Disney qui est derrière, donc ce film-là. Et Disney a pleinement conscience que
ils vont faire un film comme ça parce qu'il y a un public, il y a une demande d'un public, hein, notamment d'un public derrière. Mais en fin de compte, les comics ont toujours été comme ça. Hein. Quand Stanley Kirby crée Black Panther en 1966, il y a un aspect politique parce que, encore une fois, Stanley et Kirby sont des enfants d'immigrés, donc ils ont comme d'ailleurs beaucoup de juifs américains à l'époque, ils ont une proximité avec le mouvement des droits civiques et tout, ils ont une sympathie pour le mouvement des droits civiques hein, et pour la lutte des Afro-Américains. Mais il y a aussi un calcul commercial et ils ont pleinement conscience que vous avez dans les années 60 un début de classe moyenne afro-américaine qui commence à apparaître et que ces gens-là, ils vont vouloir acheter des comics et tout. Donc voilà. Le film Black Panther, c'est la même chose. Il y a l'ambiguïté, il y a à la fois un discours politique. Quand vous avez à la fin, T'Challa hein, qui dit voilà, en temps de crise, le fou construit des murs et le sage construit des ponts. On est en 2018, voilà, le fou qui construit des murs, on a bien compris qui c'est, voilà, donc c'est quand même, voilà, un propos politique très fort. Ou quand vous avez aussi, par exemple, la capitaine donc, du dernier minage qui dit les armes à feu, c'est primitif, c'est génial ça. Enfin, alors qu'elle combat avec une sagaie ultra technologique, mais vous voyez, c'est une manière de dire que les types qui collectionnent plein d'armes à feu, concrètement, c'est des gros bourrins. Je traduis ça de manière un peu familière, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, il y a des propos politiques très fortes, mais il y a aussi un aspect évidemment commercial. Hein, et on peut pas évacuer cet aspect-là, c'est évident. Les questions à se poser maintenant, c'est, moi j'ai pas étudié ça, hein, mais il faudrait en fait le faire, c'est la réception mondiale de ce film-là. Notamment, par exemple, évidemment en Afrique, en fait. Hein, voilà. Comment la population africaine a accueilli ce film-là. Moi, j'ai regardé, je sais que j'ai regardé un peu le box-office. J'ai vu qu'il y a eu du succès en Afrique, mais après, le box-office, c'est pas le même. Hein, voilà, les gens n'ont pas les mêmes moyens. Après, les films, ils passent plus par des DVD, des choses comme ça, ou par des, voilà. Donc, mais il faut voir après. Voilà, ça, c'est extrêmement intéressant. Mais vous voyez, juste se poser la question, ça montre bien que maintenant. Avec les super-héros, on est dans une mythologie qui est quasiment mondiale, en fait, en fin de compte, qui est complètement mondialisée. Quoi. Donc, d'ailleurs, c'est frappant de voir que quand vous regardez bien les films, vous avez dans plus en plus de films, vous allez avoir des scènes qui sont tournées partout dans le monde. Dans l'idée même des producteurs hein, ou des dirigeants de Marvel, ils prennent en compte aussi ça. Vous voyez. Donc, est-ce qu'ils le prennent bien en compte on peut en débattre, hein, mais il y a vraiment maintenant, ils se disent, ah bah il y a aussi ce public-là, attention, il n'y a pas que le public américain qui est visé. Hein. Je pense d'ailleurs à un des publics parce que pour le coup, c'est un marché énorme en fait, hein, un des publics qui de plus en plus pris en compte, c'est l'Inde, le sous-continent indien. Voilà. Là, pour le coup, il y a un énorme marché, en fait. Hein. Et donc, les producteurs Marvel réagissent beaucoup là-dessus. Quoi. Donc, et on commence à avoir des personnages d'origine du sous-continent indien. Voilà. Donc, il y a même des versions de Spider-Man, en fait, qui se passent dans le sous-continent indien. Donc, voyez, donc ça, voilà, ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça fait écho, évidemment, à des phénomènes sociaux mondiaux et des changements politiques mondiaux qui sont extrêmement importants. La place des femmes dans les comics, c'est une question qui est double en fait. Hein. C'est à la fois la place des personnages féminins et la place des créatrices. Alors les créatrices, pour le coup, elles arrivent tardivement en fait. Hein. Donc même s'il y en a quelques-unes au début, c'est très minoritaire. C'est pas des gens qui sont mis en avant, donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment les créatrices de comics, ça arrive vraiment à partir des années 70. Donc sur la place des personnages féminins, c'est un peu plus compliqué parce que vous allez avoir des personnages féminins qui apparaissent très rapidement, voire même quasiment dès le début. Le personnage emblématique de ce phénomène-là, c'est Wonder Woman. Alors c'est pas la première super-héroïne Wonder Woman, hein, donc, mais c'est la plus emblématique parce que pour le coup, le créateur de Wonder Woman qui s'appelle William Moulton Marston, est un personnage assez étrange pour les auteurs de comics, c'est que c'était un homme âgé, en fait, hein, quand il crée Wonder Woman. C'est un universitaire reconnu. Il est psychologue, c'est voilà, il a participé à la création notamment du détecteur de mensonges, hein, donc il est connu, en fait, à l'époque. Hein, c'est quelqu'un qui est très militant et très impliqué dans les mouvements féministes, en fait. Hein, donc quelqu'un qui a une véritable réflexion politique. Et il crée Wonder Woman. Il a toute une espèce de philosophie un peu complexe à résumer, mais pour simplifier, il reprend un peu ce que dit Freud hein, sur Eros, Thanatos. Hein, donc Eros, c'est les forces de l'amour, les forces de la vie, et donc ce sont pour lui les femmes, hein, donc pour Moulton Marston. Thanatos, c'est la mort, c'est la guerre, ce sont les hommes, et donc quelque part il dit que pour lui le progrès est féminin.
hein. Et donc, quelque part, mettre en avant un personnage féminin, c'est quelque part expliquer, faire avancer la cause du progrès. Et ça va très loin, parce que dans Wonder Woman numéro 7, par exemple, là, vous avez une couverture qui est très connue, vous avez Wonder Woman qui va dans l'an 3000 et qui s'aperçoit que le président des États-Unis est une présidente. Et Moulton Marston le disait, il dit l'avenir en fait est féminin. Un jour, les États-Unis, quand les États-Unis seront vraiment progressistes, les États-Unis seront une nation d'Amazon en fait. Donc ça va extrêmement loin en fait comme discours. Il engage même dans les comics Wonder Woman, il y a une espèce de rubrique qui s'appelle The Wonder Womans of History, donc les femmes merveilleuses de l'histoire, qui est écrit par une championne de tennis de l'époque qui s'appelle Alice Marble, qui en fait décrit des grandes femmes de l'histoire, hein, des scientifiques, des militantes féministes. Voilà, donc c'est où par exemple dans Wonder Woman numéro 7, c'est Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, je fais une incise très brève, hein. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais aux États-Unis, c'est une figure progressiste, hein. C'est une figure qui est très liée au féminisme. C'est pas du tout la figure qui est, comme en France, liée à des courants très réactionnaires. Donc vraiment, quand vous mettez Jeanne d'Arc dans un comics, hein, c'est une manière de dire, en fin de compte, Jeanne d'Arc était une féministe et Wonder Woman prolonge son combat. Donc voilà, vous avez quand même, mine de rien, un personnage très très militant et très politique dès le début. Une super-héroïne très militante et très politique dès le début. Donc voilà, ça c'est assez frappant. Et la preuve en est que quand les comics vont être censurés dans les années 50, notamment pendant la vague McCarthyiste, un des personnages qui va être le plus attaqué, c'est Wonder Woman. Parce que justement, les conservateurs américains ont bien compris que derrière ce personnage-là, il y a un discours très 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 progressiste et ça ne le supporte pas. Pour eux, dans les années 50, alors que pendant les années 40, on disait aux femmes allez combattre, engagez-vous dans l'armée, voilà, même si elles n'étaient pas combattantes, hein, mais elles étaient dans des postes d'infirmières, même de pilotes et tout, donc aller à l'usine et tout. Quand la guerre est terminée, par contre, on dit maintenant, vous retournez à la maison. Et ça, Wonder Woman, le discours de Wonder Woman pouvait pas coller avec ça en fait. Donc Wonder Woman a vraiment été la cible d'attaques extrêmement dures en fait dans les années 50. Pendant quelques temps, elle va disparaître et elle va revenir en fait à la fin des années 60 et encore plus au début des années 70 où elle va devenir vraiment une espèce de palladium en fait pour les féministes. Hein. Même les féministes vont se revendiquer ouvertement. En fait. Les débats, ils ont été absolument phénoménaux en fait sur Wonder Woman. Et on voit qu'il y a un véritable attachement. En fait, on a attaché maintenant à ce personnage-là, qui est un personnage encore une fois de pure fiction. En fait, on a attaché une telle valeur en fait symbolique. Aujourd'hui, dès qu'il y a une adaptation, elle est discutée, elle est débattue. Voilà, donc c'est assez frappant. Mais c'est pas nouveau ça. Hein, sauf que au XIXe siècle, on pouvait se débattre sur des romans ou sur des personnages historiques auxquels on attachait des valeurs qui n'étaient pas vraiment celles des personnages historiques hein, en question. Là maintenant, c'est des débats qui vont avoir lieu sur des personnages en fait plus de fiction, mais c'est des débats qui font écho en fait à des débats extrêmement sensibles dans la société actuelle. Mon but, c'était de dire que les comics, derrière leur aspect encore parfois un peu adolescent, enfantin, que j'aime bien, moi, j'ai pas de soucis, hein, donc disaient des choses en fait de la société en fait, hein, donc, et que ça participe mine de rien en fait à des débats politiques de fond. Voilà, sur les questions LGBT, sur la question aussi de l'environnement. Maintenant, vous avez des super-héros écolos, en fait, c'est pas nouveau, en fait, hein, donc ça apparaît dès les années 60, donc vous allez avoir des personnages qui vont aussi s'impliquer, comme Green Arrow, sur des questions sociales, sur des grèves et tout, donc c'est ouvert, enfin c'est dit ouvertement, donc dans les comics. Moi, c'est ce qui m'intéressait, en fait, c'est de remettre, en fait, hein, tout ce genre-là, en fait, dans une perspective et dans un contexte historique, social et politique. Là où c'est intéressant, par contre, je pense, c'est que, et ça dit beaucoup de notre époque, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus d'histoires de super-héros qui sont des histoires un peu sombres, en fait, où on se pose la question même de l'existence des super-héros ou du fait qu'ils soient efficaces ou pas en fait. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on se posait dans les années 30. Dans les années 30, Siegel et Schuster disent Superman il est là puis il va ranger la planète, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous avez des films comme Logan où on se dit bah non, les super-héros ils meurent tous quoi en fait. Hein, voilà. Ils meurent puis en fait concrètement ils ont pas accompli
leur mission, ils n'ont pas accompli les promesses qui étaient les leurs en fait au moment de leur apparition. Et là, pour le coup, on est dans un moment un peu de bascule, justement de doute par rapport au progrès, et donc par rapport à la modernité, et même par rapport quelque part à cette modernité occidentale qui est née avec les Lumières, en fin de compte. Donc, et on l'interroge, et on a raison de l'interroger, en fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, en fait. Mais vous avez des auteurs de comics et des auteurs et des autrices de comics qui, à travers les films de super-héros, à travers les bandes dessinées, les comics de super-héros, posent ces questions qui sont des questions fondamentales. Où est-ce qu'on s'est trompé? Jusqu'où on va? Vous voyez ce que je veux dire? Et quel chemin on va prendre maintenant, quoi. Ouais. Voilà. Et là, quand vous avez Superman qui prend le pouvoir de manière extrêmement violente, ça pose des questions par rapport, encore une fois, qui sont des questions très politiques par rapport à la géopolitique, à ce que c'est qu'un pays prépondérant, est-ce qu'une démocratie doit arriver avec des tanks et des missiles et des drones, voilà. Et ça, c'est des questions que posent ouvertement, encore une fois, les super-héros. Et je pense que les auteurs le disent ouvertement. Et donc, ça participe à un débat démocratique. Ça, c'est extrêmement important.